Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée, podcast dans lequel on rencontre des entrepreneurs inspirants qui ont fait des rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadège Lebigre. Bonjour Nadège. Bonjour Sylvain. Écoute Nadège, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on revienne sur ton parcours, que tu nous donnes quelques anecdotes croustillantes sur ton métier. Alors parle-nous un peu de ton métier déjà, qu'est-ce que tu fais ? Donc moi je suis consultante en entreprise, je fais du conseil en ressources humaines, et puis je suis également coach de dirigeants. D'accord. Donc on reviendra sur la notion de coach, la notion de consultant, voilà, parce que c'est des frontières un peu poreuses, surtout en termes de sémantique. Donc pour commencer, on va parler de ton parcours. Donc comment on en arrive à être consultant RH après un long parcours. Donc déjà, quand tu as commencé ton parcours, tu as fait un bac ES, donc économique et social, puis tu as enchaîné tout de suite sur un DUG de maths. Alors déjà, c'est quoi un DUG ? Oui. C'est un ancêtre, un petit morceau de bachelor qu'on appellerait aujourd'hui. C'était un post-bac en 2 années. Mais moi, j'en ai fait qu'une d'année de doc de maths. C'était pas forcément la suite naturelle après un bac ES. Normalement, c'était ce qu'on faisait après un bac S, mais bon, j'ai fait mon original. D'accord. Et alors du coup, pourquoi les mathématiques J'étais bonne en maths et en fait, je savais pas quoi faire, j'étais un peu perdue. Et finalement, après cette année de doc de maths, j'ai un pote qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas arriver nulle part, ça n'a pas de sens ce que tu es en train de faire». Il m'a payé un dossier d'inscription pour m'inscrire à la MSG de l'IAE de Lille. Très très sympa, Ouais, un pote sympa. qui paye le dossier d'inscription, c'est qu'il voulait vraiment que tu fasses cette branche-là. Bah, en fait, il voyait que j'étais paumée et il m'a dit: «Au moins avec un doc de gestion, ça va t'élargir les possibilités. Un doc de maths, à part être prof de maths, j'avais pas envie de faire, c'était un peu compliqué, quoi». Sans vouloir envoyer de pique, c'est un peu comme les études en philosophie, où on se retrouve à donner des cours de philosophie. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, non, mais en fait, on était en face de l'IAE à Lille, on était allé voir des audiences au tribunal parce que lui rêvait d'être avocat, et Ouais. donc on parlait d'orientation, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et donc, à l'IAE de Lille, donc un bachelor, c'est ça Non. Une Une MSG, MSG. Qu'est-ce que c'est une MSG ? donc c'est une maîtrise de sciences de gestion. Donc pareil, hein, aujourd'hui on dirait un master 1 en D'accord. équivalent. À l'époque, voilà, c'était avant la réforme LMD de l'Europe. Et donc en sciences de gestion, et j'avais effectivement pris déjà une option ressources humaines. D'accord. Donc les sciences de gestion précisément, enfin un peu plus précisément, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est très large, hein, la gestion. Donc en fait, tu avais d'ailleurs plusieurs choix. Tu pouvais choisir entre la finance, le marketing, la RH, ou ce qu'on appelait à l'époque des gestions PME-PMI. Donc c'était un peu une espèce de petite filière entrepreneuriale pour ceux qui voulaient s'installer. Filière qui marchait pas trop à l'époque, mais bon, voilà. L'idée, c'était de donner les clés pour les gens qui veulent créer leur boîte, quoi. C'est ça, Ok, c'est ça. mais c'était un peu précurseur. La Startup Nation, c'est venu après, Ouais. selon moi. Ouais, mais c'était une école un peu sympa, mais cette option effectivement elle allait pas au bout de ce qu'elle voulait faire. Et donc moi j'ai pris l'option RH. Voilà, j'hésitais entre marketing et RH, puis je me suis intéressée aux gens plutôt qu'aux objets. Ok. Et en parlant justement des gens, tu as fait pas mal de jobs étudiants. Donc, tu as pu rencontrer du monde en parallèle de tes études. Donc, quel genre de job étudiant tu as pu faire ? Bah, c'est vrai que bon, pendant toutes mes études, j'ai travaillé, voilà, parce que au-delà de la nécessité, ça a permis de rencontrer plein de personnes. J'ai toujours eu des jobs un peu passion. J'adore les chaussures, donc j'étais vendeuse de chaussures. Pas mal, au Voilà, moins. par On exemple. mêle l'utile à l'agréable. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, on nous offrait des paires de chaussures quand on avait bien bossé, donc ouais, franchement, ça valait le coup. Ah ouais, ouais. Oui, c'était cool. Faut bien bosser, comme ça on repart avec plus de chaussures qu'on a de pieds. Ouais, mais j'ai toujours eu des bonnes expériences avec mes jobs étudiants. J'ai commencé dès que j'avais 17 ans. Voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de monde, de voir ce qui fonctionnait pas en entreprise aussi, les codes. Parce qu'en fait, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui qui arrivent dans le monde de l'entreprise et qui n'ont pas ces codes-là, c'est pas toujours évident. Ouais, moi je trouve que les jobs étudiants, c'est tellement formateur. Quand on est jeune, on se fait une idée, on se fait tout un monde, du monde du travail, justement. Et en fait, on a, à part le stage de 3 jours à une semaine quand on est au collège, on sait pas trop ce que c'est, le monde de l'entreprise. Et moi, par exemple, j'ai été serveur au Grand Stade de Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, on se rend compte que le travail, c'est pas toujours marrant, même si on peut s'y faire des amis.
Et puis, ben, c'est source de plein de leçons. Donc toi, tu as fait donc, dans des magasins de chaussures. Ouais. Tu as fait quoi d'autre, du J'ai coup? vendu de l'électroménager, Électroménager. j'ai fait du phoning pour la caisse d'épargne. Ah ouais, Ouais, génial. franchement, le truc improbable. En fait, non, mais ceci dit, ça peut paraître bête, mais en fait, 20 ans plus tard, c'est des choses qui m'ont servi parce que si j'ai jamais eu trop besoin de faire de démarchage téléphonique tant que j'étais DRH, depuis que je suis entrepreneur, prendre le téléphone et le décrocher et pas avoir peur du téléphone, c'était hyper important. Donc, quelque part, toutes les expériences sont importantes. Tout à fait. Et puis, si tu viens en tant que consultante RH, ben, être sur des sujets d'employés qui sont dans certaines thématiques que toi, tu as déjà pu vivre, bah, c'est d'autant plus pertinente, j'imagine. Oui, alors après, on peut pas être expert de tous les métiers, mais C'est sûr. être un peu curieux et avoir, ouais, être curieux, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans nos métiers parce que les personnes qui ont leur vie professionnelle, c'est toujours, voilà, c'est toujours intéressant de les écouter parler de leur métier. Il y en a enfin, dans ma carrière, j'en ai vu quand même quelques-uns qui avaient des paillettes dans les yeux, c'est toujours hyper intéressant à écouter. On a Laurent dans le chat qui nous dit c'est toujours bien de passer par la base. Ouais, Laurent, il a raison parce qu'en fait, aussi, quand on met un peu les mains dans le cambouis, et qu'on n'est pas dans notre tour d'ivoire, ça permet de voir aussi ce que font, les gens au quotidien. Et moi, pour avoir effectivement, déballé des palettes, quand je vendais de l'électroménager, bah, voilà, quand on est après dans des postes à responsabilité, on sait ce que c'est aussi que de devoir se coller, voilà, le matin très tôt ou le soir très tard ou tout simplement un peu physiquement, hein, parce que, je sais que quand j'ai vendu des chaussures, la réserve était, à la cave, donc je pense que j'ai dû, monter 1 million de marches dans certains samedis de soldes, donc voilà, ça permet effectivement de remettre l'église au milieu du village. Très belle manière Mmh. de le résumer. Donc, pour continuer sur ton parcours, à l'issue de ton bac+4, tu es directement rentré dans le monde du travail, dans une brasserie. Alors, Ouais. en quoi ça consiste de travailler dans une brasserie? Et t'étais à quel poste? Donc j'étais, assistante RH en fait, chez les Brasseurs de Gaillon. Je venais en renfort, de la responsable ressources humaines qui avait, un peu de travail en retard et donc je suis venue apporter du support là-dessus et donc très généraliste. Moi, j'ai eu que des postes généralistes, donc je faisais aussi bien du recrutement, de l'administration du personnel, de la paye, de la formation, donc assez large. Bah, ça a été une vraie première expérience parce qu'en fait, je dis toujours que le métier RH, dans les études, c'est vraiment très conceptuel. Ouais. Quand on se retrouve en fait dans la vraie vie face aux premiers salariés, Quand on gère des vrais gens, en fait, que ouais, c'est pas un jeu vidéo, en fait, c'est la vraie vie. c'est ça, ça rend pas pareil. Donc voilà, première expérience qui m'a permis bah, de découvrir ce que c'était que ce vrai métier, enfin ce métier dans la vraie vie. Voilà, j'y suis restée très très peu de temps et j'ai enchaîné assez vite sur ma première vraie expérience professionnelle au sein d'une imprimerie. Alors, du coup, dans une imprimerie textile, Ouais. en quoi ça consistait aussi ton Alors, métier? là, pour le coup, donc ouais, c'est vrai que quelque part, mon parcours, il est purement industriel, hein. À chaque fois, ça a été des industries. Donc, dans l'industrie textile, donc c'était un façonnier, c'est-à-dire que on avait des clients qui nous donnaient leur tissu et leur création de visuels. Et nous, en fait, on imprimait le tissu sur les balles de tissu qui étaient données. Donc, on faisait du linge de maison, donc des draps, des parures de lit, etc. Ça a duré 7 ans en tout. Ok. Donc je suis rentrée dans cette entreprise qui fonctionnait plutôt bien et puis, alors, les gens ne se souviennent peut-être pas, mais en 2005, il y a eu, la levée des quotas textiles en France et donc, bah, la Chine a pu, importer, Importé en voilà, masse. en masse et donc, cette entreprise a fermé. J'ai mené à bien, 3 plans sociaux, j'ai fermé la boîte. Voilà, je suis rentrée 300 salariés quand, l'entreprise a fermé, on était 94. Ah ouais, ouais. Ouais, Dur, quoi. donc t'as connu, bah, voilà, dans ce métier RH, t'as connu la phase qui est moins marrante, Ouais, qui est celle de voilà, réduire les effectifs c'est ça. et de voir une réorganisation forcée. Du coup, des personnes qui doivent peut-être prendre les responsabilités des autres qui sont partis. Enfin, Ouais, alors vraiment, c'est alors une expérience humaine, pour le coup, particulière. Parce que, bah, ouais, mon premier plan social, j'avais 24 ans, hein, donc humainement, bah, ça endurcit. ouais. On n'a pas trop le choix, à un moment donné, il faut y aller. Par contre, j'ai quand même eu la chance d'avoir, des patrons qui n'étaient pas des patrons voyous, donc Ah, qui ont essayé quand même de faire humainement les choses correctement et ça, c'était hyper important pour moi parce que quand on est DRH et qu'on n'est pas aligné avec, les valeurs de l'entreprise, c'est vraiment difficile. Donc là, enfin, même il y avait une vraie logique économique, effectivement à ces réductions d'effectifs. C'est pas pour ça que ça rend les choses faciles. Mais en tout cas, ça a été une première expérience, hyper formatrice.
Et à cette occasion, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec Thierry Harix, qui était directeur de production, qui avait une casquette de DRH. Et donc, Ouais. il m'a vraiment appris tout mon métier là pendant 7 ans. J'ai vraiment appris à ses côtés. Ça a été vraiment une rencontre déterminante dans ma vie professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas où je suis sans cette rencontre-là. On est toujours en contact d'ailleurs, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment été important dans mon parcours. Et donc, c'est vrai que c'est lui qui m'a appris tout le métier, y compris d'être aligné avec ce qu'on était prêt à faire dans ces contextes difficiles. Et puis, c'est lui qui m'a poussé aussi à reprendre mes études, parce qu'on a parlé de la MSG, de la maîtrise qui ne correspondait pas à grand-chose. Oui, Et bac plus donc, 4, ouais, c'est un peu flou, c'est ça, mm, pour les employeurs et pour le monde du travail, c'est... ça correspondait plus à rien, ça n'avait pas de sens. Et puis, ben, on voyait que la société, elle n'allait pas tenir. Donc, il pensait aussi à mon employabilité, enfin voilà, à la suite de ma carrière. Et donc, il m'a dit, «Allez Nadège, il faut repasser un master 2». Et donc, j'ai repris des cours du soir pendant 2 ans et j'ai repassé un master 2 en même temps qu'en fermant la boîte. C'est très courageux parce que, ouais, une fermeture Mm. d'entreprise, c'est très prenant. J'imagine que quand tu rentres le soir à la maison, il y a ce côté-là de, ben, ça n'a pas été joyeux, donc il faut que je trouve un peu de joie chez moi pour bien venir contrebalancer. Alors, bah, ça a été une période tellement riche, hein, parce que j'ai également eu mes 2 enfants en même temps. Donc, Ok. Ah il y oui, avait donc tu as tout fait en effectivement, même temps. voilà, il y a eu un équilibre en fait négatif-positif entre, oui, c'était difficile de fermer, de réduire les postes, mais en même temps, bah, il se passait des belles choses dans ma vie, parce que bah, mes enfants, c'était voilà, juste l'une des plus belles choses de ma vie. Donc ça, c'était un bon équilibre. Par contre, effectivement, on compte pas ses heures, mais ça prépare à l'entrepreneuriat aussi. C'est vrai que, ouais, en tant qu'entrepreneur, il n'y a personne qui nous dit début de journée, fin de Mm. journée. Mm. Donc parfois on peut démarrer un peu plus tard, mais souvent on va finir beaucoup plus tard. C'est ça. Donc effectivement, ouais, un environnement peut-être un peu exigeant, ça prépare à se débrouiller un peu plus pour l'entrepreneuriat. Ouais, en plus, enfin voilà, moi c'est à ce moment-là où j'ai vraiment développé ma capacité d'organisation, quand on n'a même pas une minute pour faire une pause technique. Bon, Wow, voilà. Mais ça passe, hein, ça passe. ça passe. Donc tu as connu la fermeture de l'entreprise textile, tu t'es formé en parallèle, tu as eu 2 enfants, et ensuite on a 14 ans de carrière dans les métiers des ressources humaines. Ouais. Alors, est-ce que tu peux un peu très rapidement balayer tout ce que tu as Ouais. vécu? Donc, mon parcours après, enfin voilà, il s'est poursuivi dans différentes industries de la région, dans les Hauts-de-France, toujours à des postes généralistes, hein, RRH, HRBP, DRH. Donc, plus j'ai évolué, plus j'ai pris de responsabilités. Je fais partie de comité de direction, voilà. Et puis j'ai pu travailler dans plein de secteurs différents. Je travaillais, donc après le textile, je travaillais dans le ferroviaire, je travaillais dans l'automobile, je travaillais dans la pharma. C'est génial d'avoir Donc, connu toutes les ouais. grandes industries Mmh. qu'on a un peu en France. Ouais, C'est génial. ouais, ouais. Ouais, après voilà, moi c'est vrai que en fait, si tu veux, dans mon métier de DRH, pour moi, c'est important de pouvoir ne pas rester trop longtemps dans des jobs. Je pense que quand on est DRH et qu'on reste plus de 5-6 ans sur un poste, ça peut être problématique pour l'entreprise, dans le sens où on est des êtres humains comme les autres, hein, les DRH, et donc on a des avis sur les gens, etc. Il y a du disciplinaire qui se passe à un moment donné. Et c'est bien de pouvoir donner une deuxième chance aussi aux autres, d'avoir une autre vision avec un autre DRH qui verra les choses différemment. Et donc je pense que c'est bien de ne pas rester trop longtemps sur le même job. Et donc moi, en moyenne, je suis restée entre 4 et 5 ans, un job, et après j'ai laissé la place, et puis j'ai pu redécouvrir d'autres missions. Tu serais plutôt partisane de, voilà, faut pas s'empêtrer dans la routine du boulot. Il faut pas se lasser aussi du contexte. Faut garder à l'esprit que ben, c'est des humains devant nous et pas des numéros. Peut-être que un DRH qui serait là depuis 20-30 ans, il peut un peu en avoir marre et... Bah, je pense que c'est pas anodin. On a tous notre façon de fonctionner, nos modes de pensée. Même si, les gens évoluent, voilà, je pense que c'est bien de laisser la place aussi. Alors après, tout le monde n'est pas fait pour changer de tout le temps de boîte, hein. En tout cas, pour moi, je trouvais que c'était important de pouvoir changer, et même, en fait, si tu veux, les cultures d'entreprise sont à chaque fois différentes. Donc ça te permet, toi, de te remettre en question aussi, de réfléchir et de te repositionner et de te dire que peut-être ce que tu as fait par le passé n'était peut-être pas forcément l'idéal et peut-être qu'il faut faire autrement. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant, ce côté curieux dont je te parlais quand Ouais. j'étais job étudiant. Finalement, je l'ai gardé dans ma posture de salarié après.
en découvrant de nouvelles boîtes à chaque fois. Ouais, la curiosité, c'est vraiment une valeur que je trouve hyper importante parce que Ouais. ça fait découler tellement de positifs dans tous les Mmh. domaines. On arrive à il y a 3 ans. Ouais. Et il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, un petit peu plus, 3 ans et demi, je me fais coacher et je me fais C'est-à-dire dans quel cadre? alors en fait, j'étais un peu enfin voilà, c'est 20 ans de carrière en tant qu'RH, dans différentes industries et je me suis dit: «Mais je pouvais pas refaire comme ça en fait». Là, j'avais quand même l'impression d'avoir, fait pas mal de choses, mais de m'ennuyer de plus en plus vite dans mes jobs Mmh. et donc je m'étais fait coacher pour, voir un petit peu, bah, ce serait quoi la suite quoi? Comment je retrouve des leviers de motivation et cetera et cetera. Ouais, une sorte de bilan, Ouais, dans ta vie. voilà. J'avais pas envie de faire de bilan de compétences parce qu'en tant que DRH, bilan de compétences, ça me parlait un peu trop. C'est vrai que tu es amené à faire des bilans de compétences, Bah, c'est un peu le donc voilà. bon, Mais après voilà. on dit toujours les cordonniers sont les plus mal Oui, chaussés. Donc c'est vrai, c'est peut-être bien parfois de faire son propre bilan de compétences. c'est vrai. Mais bon, donc là, j'ai pris l'option coaching. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, tester cet outil-là et 3e rencontre qui bouleverse un peu ma vie avec, Caroline, ma coach, voilà, qui lève des croyances. Parce que moi, je venais d'une famille enfin, je viens d'une famille où il y a énormément de fonctionnaires, pas d'entrepreneurs du tout, donc pas du tout ce mode de fonctionnement ou cette philosophie. Oui, cette inspiration aussi parce que Voilà, parfois quand de il y a un proche qui ouais, entreprend, on se pas dit: «Ben» d'exemple, c'est ouais, ça. hein, tout Pas, à fait. tu vois, de modèle ou d'exemplarité et du coup, voilà, elle me lève ces croyances de: «Mais pourquoi en fait ce serait pas possible pour toi, quoi?» Bon, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, mais Forcément. voilà, du coup, j'ai testé mon activité en portage salarial. Ah! Alors Ouais. voilà, là, dans, ce podcast, je pense que tu es la première à avoir testé le Ah portage ouais? salarial. Beaucoup en parlent, personne n'y passe. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est déjà? Quand on veut, voilà, garder un petit peu la Mmh, sécurité peut-être c'est ça. du salariat? Mmh. Vas-y, explique-nous. En fait, c'est exactement ça. Alors c'est soit parce qu'on a envie de garder la sécurité de salariat, soit c'est pour tester. Alors il y en a plein, hein, qui ont des incubateurs ou qui font des tests avec, enfin voilà. Des pépinières Ouais, des d'entreprise, pépinières, tout ça. Moi, j'avais pas forcément envie de créer de structure. Je voulais vraiment rester en plus, je voulais rester salariée en fait, le temps de voir si, cette idée pouvait prendre. Et là encore, rencontre, oblige, j'avais une copine DRH, dans une autre région qui, avait fait 1 an plus tôt exactement la même démarche, Sophie, si tu nous regardes, Génial. voilà. Et donc, j'en avais discuté avec elle et puis elle m'a conseillé du coup sa société de portage. J'ai eu un super match avec la société qui est pas du tout du coin en plus, hein. Elle était à Chantilly donc tu vois? Enfin, pas forcément naturel. Mmh. Mais voilà, j'ai pu en fait démarrer mon activité, toute la dimension un peu commerciale, et cetera, en étant salariée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est la société de portage qui facturait, mon client, Ouais, mais c'est moi qui faisais la démarche commerciale pour les trouver et cetera. Donc et donc après la société de portage me faisait une fiche de paye, hein, tout simplement et payait des OK. cotisations donc tu bien salarié, hein, en portage salarial. Alors bien sûr, moyennant prennent une petite partie, hein, forcément, Oui, au oui, de ce que passage. j'entends, le portage salarial, voilà, c'est pas forcément le statut le plus intéressant pour la taxation, disons, C'est ça. mais on garde Alors une sécurité, après, enfin voilà, en même temps, c'est logique, tout se paye, hein, à un moment donné, bien sûr. ils font le job pour nous, ils Ah ont oui, la responsabilité civile, pour nous, enfin la c'est RC leur Pro, voilà. comptabilité. Donc moi je suis pas enfin voilà, je suis pas contre, je trouve que le système est hyper bien fait. Moi, ça m'a permis de tester mon activité. Je l'ai fait un peu moins d'1 an. Quand j'ai vu qu'en fait ça marchait assez vite, j'ai dit: «Bah écoute, je vais voler de mes propres ailes» et donc j'ai créé ma structure et je suis partie, et d'ailleurs j'ai créé ma structure tout de suite, je suis même pas partie en micro du coup. Tout de suite une société. Donc Ouais, aujourd'hui, tu es sous quel statut du coup? SAS, SARL, j'en ai URL. EURL. Ouais, Donc c'est comme la SARL, c'est ça, mais unipersonnel. associé unique, tout à fait. Ouais. Très bien. Donc voilà, après c'est vrai que le portage salarial après il y a des gens qui restent en portage salarial, très, très longtemps, hein, puisque, il y a des gens qui font, bah, par exemple de la transition, des choses comme ça et c'est vrai que ça peut être intéressant d'être, salarié. Puis il y a des gens qui sont plus rassurés. Voilà, que Ils ont pas c'est envie bi de s'encombrer de la responsabilité d'une structure, ouais, hein. je trouve ça bien qu'on ait plein de modèles, en fait, en France qui permettent, en fait, de travailler comme on a envie de travailler, en fait. Parfait, bah c'est super sympa d'avoir un retour sur le portage salarial parce Avec que plaisir. je pense que ça va inspirer bon nombre de ceux qui nous Mmh, regardent. Du coup, pour continuer là-dessus, donc tu as lancé ton entreprise qui s'appelle du coup NLRH Coaching. ça y est. Pardon,
C'est mes notes, j'ai mal lu, j'ai pas mes lunettes. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de NLRH Conseil, s'il te Ouais. plaît? Bah, donc après avoir testé, hein, enfin, cette activité donc en portage salarial, donc j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Donc je me suis installée, dans le Valenciennois et donc j'ai 3 grandes activités. La principale, c'est du conseil en entreprise. Donc j'accompagne les entreprises et alors beaucoup d'industriels parce qu'effectivement, je suis assez connue dans ce milieu-là et le réseau faisant que, bah, on me rappelle beaucoup Ah parce oui, oui, que bah oui, de par tes expériences, c'est ça, on sait que tu fais toujours dans la RH, dans l'industrie. donc on peut ils externalisent du coup, d'une certaine manière, certaines de tes compétences? Comment ça se passe? Alors, je peux les accompagner soit sur des sujets un peu spécifiques, soit un projet, particulier. Toujours un peu de confidentialité quand même sur Bien ces sûr. sujets-là. Mais voilà, c'est vrai que non, il y a pas forcément d'externalisation. Moi, je viens plutôt en support sur une problématique particulière ou sur un projet particulier. Alors après, c'est vrai que pour certains de mes clients, je suis en mode DRH temps partagé. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un client, ils sont pas tout à fait sans salariés, ils ont pas les moyens de se payer un DRH et donc je suis leur DRH, à temps partagé. C'est-à-dire que je travaille pour eux 4 jours par mois et ils ont, bah, du coup, la possibilité d'avoir, quelqu'un qui a, de l'expérience et des compétences, mais sans avoir dans leurs frais de structure un salarié à temps plein, quoi. Ouais, Donc donc ça, c'est hyper intéressant, quoi. plutôt sympa pour eux, ouais. Pour eux, ouais. L'aspect consulting Mmh. RH, en quoi ça consiste alors? Soit c'est très opérationnel comme quand je suis en DRH temps partagé, c'est-à-dire que là j'accompagne vraiment, sur l'ensemble des sujets, hein, recrutement, formation, contrat de travail et cetera, conseil juridique, RH, droit du travail. Donc ça, c'est vraiment très, très opérationnel et puis il peut y avoir des accompagnements un petit peu plus spécifiques, sur de l'accompagnement de collectif, sur, des problématiques de gestion de conflits entre, certaines personnes. Je fais aussi, de l'accompagnement sur la partie, risques psychosociaux, sur certaines thématiques qui peuvent être, voilà, qui peut être, délicat, dans des conflits un peu tendus dans certaines entreprises et puis j'accompagne aussi beaucoup les managers, notamment les managers de terrain, et donc j'anime des ateliers, sur des problématiques, qu'ils peuvent vivre au quotidien et qui les aident à réfléchir et à échanger sur, les thématiques de management qu'ils peuvent rencontrer. En général, ils ont pas mal de questions aussi sur ce que j'ai droit de faire, pas droit de faire, hein, droit du travail en France, hein. C'est quand même une Forcément. une partie sympathique. Donc voilà, donc ça permet effectivement bah voilà, d'échanger aussi sur ces pratiques-là, de les sortir de leur quotidien et donc voilà, très, très varié et c'est vraiment ça que je recherchais en fait en créant ma boîte. C'était, d'avoir zéro routine, quoi. Ouais, donc c'est hyper varié. Ouais. Tu nous parlais des risques psychosociaux, Ouais. c'est ça? Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que de loin, on se dit, bah, c'est éviter que les gens fassent un burn-out, voilà. Mais dans les faits, qu'est-ce que c'est précisément? Ouais, mais pas que, en fait, c'est ça, c'est un peu travailler aussi, globalement, le climat de l'entreprise, la culture, les conditions de travail, ça peut être très, très large, et c'est pas, mettre un baby-foot dans la salle de pause, hein, c'est Ce qu'on appelle la happycracy. non, mais Dans notre c'est entreprise, tout le monde va bien. Pourquoi? Il y a un baby-foot. non, mais c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment un état d'esprit, en fait et l'état d'esprit, c'est vraiment plus lié à la culture et aux valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire quel niveau de transparence on a, quel niveau de responsabilité on donne, quel niveau d'autonomie on donne. C'est plutôt ces points-là qui sont, importants à travailler sur, les risques psychosociaux, plus que, sur le baby-foot où une fois par an, on fait un repas tous ensemble. Ah oui, Alors c'est sympa, mais le fameux pot de l'amitié avec la petite part de pizza à petite pointe, là, une pizza qu'on divise en 20 parts. Tu parlais aussi de la culture d'entreprise. Mmh. Est-ce que toi, tu peux intervenir justement en consulting sur des façons de faire, mais comment dire un peu? Par exemple, je sais qu'il y a des entreprises qui sont un peu pour le présentéisme. Voilà, il faut être absolument là à l'heure, il faut absolument qu'on te voit. Voilà, oh, t'es en train de travailler, ok, si je te vois pas dans les couloirs ou je te vois pas à ton bureau, ça me rassure pas. Comment tu peux désamorcer certaines mauvaises habitudes qui se sont Mmh. installées? Ah, c'est rigolo quand tu dis ça. Alors, en fait, clairement, ce que tu viens de décrire, c'est vraiment représentatif d'une certaine culture d'entreprise et en général, pour travailler ça, bah, là, on va plutôt travailler sur le coaching du dirigeant.
Il va falloir en fait comprendre, de quoi il a besoin, pour être bien dans sa boîte, à devoir comme ça, observer ou fliquer, ce qui se passe. Et ça pour se rassurer peut-être, c'est ça? Donc le coaching, ça peut être une solution là sur ce coup-là. S'il est très clair sur ce qu'il veut, enfin voilà, en termes de culture dans son entreprise, bah, dans ce cas-là, après on peut travailler, collectivement sur, les modes de fonctionnement et voir si tout le monde est aligné. J'avoue que moi, c'est pas spécialement les clients avec qui je travaille, parce qu'en fait, c'est pas ma représentation de l'entreprise et je pense que du coup, je suis pas forcément la bonne personne pour accompagner ces entreprises-là. Plein de RH, il y a plein de, on va dire, de façons de faire et c'est vrai que moi, le côté présentéisme, moi, je suis plutôt du côté des RH qui managent par la performance, pas par le présentéisme. D'accord, donc tu nous parlais du métier de coach de dirigeant, ce que tu fais Ouais, aussi. ouais. Quelles sont les problématiques du coup, sur lesquelles tu peux intervenir auprès d'un dirigeant qui ferait appel à toi? La plupart des dirigeants ont quand même une chose en commun, c'est que, bah, plus on est haut, plus on est seul, hein. Donc, avoir cet effet miroir, pouvoir discuter, en confiance, avec quelqu'un, qui a pas d'enjeu, en tout cas qui est pas intéressé dans l'entreprise, Mmh. c'est un vrai plus, pour le dirigeant. On le sait, hein, à ces niveaux de poste, en général, il y a des jeux de pouvoir, il y a des enjeux importants et c'est vrai que le coaching est un vrai outil pour eux, pour pouvoir, prendre du recul, pouvoir tester des choses, réfléchir, donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil quasi indispensable quand on est, alors soit à la tête d'une entreprise, soit, même quand on manage des équipes ou des projets importants parce Mmh. que, voilà, à partir du moment où il y a de l'enjeu, où il peut y avoir du coup, des jeux de pouvoir, ça peut être, intéressant d'avoir, de l'accompagnement de ce type-là. On a, le groupe Odyssée qui vient de commenter dans le chat et qui nous dit, «Chaque entrepreneur devrait être coaché». Du coup, qu'est-ce que tu en penses toi de cette phrase? Alors oui, déjà moi, je suis venue à l'entrepreneuriat par le coaching, donc déjà. Alors soit coaché, soit supervisé. Moi, je suis supervisée en tant que coach, hein, donc effectivement, je pense que quand on est dans l'accompagnement, c'est important, et quand je dis accompagnement, un dirigeant, il accompagne, hein, tous les jours, hein, ses équipes, justement, pour de la performance et donc effectivement, je pense que c'est hyper, important de ne pas être seul et donc alors soit supervision, soit coaching, hein, en fonction de ce que les gens préfèrent, mais en tout cas, oui, c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui, pouvoir se confier. Alors se confier pas en mode thérapie, hein, c'est pas le sujet, hein, mais de pouvoir poser, les choses et de pouvoir repartir, voilà. Le coaching, c'est vraiment, l'atteinte d'objectifs. Enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que c'est comme ça que moi je l'utilise, hein. C'est un outil encore une fois, de performance. Moi, quelque chose qui revient, beaucoup dans Tu utilises beaucoup le terme oui. performance. Alors, pour certains, c'est un gros mot parce qu'on se dit Oui, performance à tout prix. ouais. Et alors, du coup, bah, Alors pas à toi, tout prix. c'est quoi ta définition de la performance et Mmh. comment tu l'inclus Mmh. dans toute cette partie coaching? Bah, en fait, pour moi, les entreprises, elles sont pas là pour enfin, on n'est pas des c'est pas des associations, elles sont pas là pour enfiler des perles, donc à un moment donné, la performance, elle est forcément au goût du jour. Maintenant, c'est justement pas la performance à n'importe quel prix et je trouve qu'en tant que DRH, voilà, DRH ou consultant RH, enfin peu importe, mais ces postures RH, elles sont là pour être un peu ce garde-fou de oui, on a besoin d'être performant, on a besoin de faire du résultat, mais on a besoin aussi que les équipes soient engagées, motivées et pas en bout de souffle en train de à moitié en burn-out, quoi. Donc, le vrai enjeu des RH aujourd'hui, c'est ça, c'est d'être, le point d'équilibre entre la performance de l'entreprise et le bien-être des salariés. D'accord. Donc, pour toi, ce serait ça ta définition du coup de la RH. Ouais. Alors, du coup, pourquoi les RH, pourquoi est-ce qu'ils sont vus comme un mal nécessaire Mmh. plutôt qu'un levier stratégique? Souvent, on dit, bah ouais, ceux qui font de la RH, bah, ils s'occupent de. Voilà, c'est un peu les bourreaux. C'est ceux Mmh. qui vont annoncer la mauvaise nouvelle ou ceux qui vont essayer de faire en sorte que la promotion demandée par le Mmh. salarié soit négociée, voilà, qui réclame le moins d'argent possible. Alors voilà. C'est un problème de positionnement, en fait, parce que, alors tu vois, je donne des cours aussi en master RH, aujourd'hui, voilà, parce que je trouve hyper intéressant d'être confrontée à la nouvelle génération et de voir ce qui arrive sur le marché aussi
Et je leur dis tout le temps ça, c'est qu'à un moment donné, le RH, il est là, pas comme un gendarme, parce que c'est souvent ce qu'on dit. Mhm. Ouais, quand on a un problème, on va voir la RH. Mais en fait, non. Le bon DRH, il est là avant, c'est-à-dire il est là en prévention, il est là pour les moments où ça va bien aussi, il est là pour faire progresser les salariés, pour développer l'employabilité, les compétences des salariés. Donc il est là normalement en amont sur les sujets positifs. Et quand un salarié, et moi ça a toujours été mon mode de fonctionnement, mais quand un salarié vient nous voir en disant j'ai un projet perso, je me sens plus bien dans mon job, bah, c'est pas grave en fait. Il y a beaucoup d'RH qui le prennent personnellement en disant: «Ouais, tu veux quitter la boîte?» Mais en fait, on s'en fout, c'est pas grave, c'est la vie, quoi. Et c'est comment on l'aide pour qu'il, puisse, bah, vivre ce qu'il a envie de vivre et que ça se passe au mieux pour la boîte. Parce qu'encore une fois, on est là aussi pour que ça se passe bien pour la boîte. Après, donc c'est-à-dire créer la transition ou enfin, en tout cas, les conditions qui permettent que ça se passe au mieux. Ouais, on retient pas à tout prix un salarié qui a envie de partir parce que voilà, il est Mmh. indispensable à l'entreprise. Non, on essaie de préparer une transition douce pour que ça se passe bien pour lui et pour l'entreprise. Alors déjà, retenir des gens qui ont plus envie d'être là, ça n'a pas de sens. C'est vrai aussi pour les gens qui divorcent, hein, donc Oui, j'allais justement dire, c'est la même chose dans une relation. ah Hein. oui, Ça c'est sert à ça. rien de forcer les choses. C'est ça, donc en fait, les gens, quand ils sont plus heureux ensemble, ils divorcent. Bah, c'est un peu le même principe dans l'entreprise. Et je trouve ça plutôt sain qu'une personne vienne vous voir pour dire j'ai envie de démissionner ou est-ce qu'on peut négocier une rupture conventionnelle, plutôt que de devoir se retrouver dans des situations à ce qu'on doive licencier la personne parce qu'en fait, on n'a pas géré le truc. C'est pour ça que les RH, ils sont pas toujours bien vus. C'est qu'en fait, on laisse pourrir des situations et puis après, on vire les gens. Bah oui, mais en fait, pour moi, le licenciement, c'est un échec, quoi. Et Dieu sait que j'en ai fait des licenciements, donc à chaque fois, j'ai ressenti la même chose. Je me suis dit: «Tiens, il y a un truc, qui a pas été bien géré ou je suis passée à côté de quelque chose». Ah, je vois. C'est intéressant cette remise en question que l'entreprise peut avoir, enfin, ou même que les professionnels de RH peuvent avoir. On a dans le chat Laurent qui nous demande est-ce que la participation aux bénéfices pourrait éventuellement booster les performances du salarié. Et on a aussi Andrieur qui nous dit le coaching permet d'avoir un vrai fil rouge. Et petite question pour notre invité, vers quel type de société s'oriente le coaching et pour quelle dimension? Alors la participation bénéfice, oui, ça peut être un levier, encore qu'aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'intéressement qui serait un vrai levier, C'est-à-dire la différence bah, la participation, c'est un calcul, légal, hein et en général, les boîtes, quand elles font leurs calculs, c'est pas toujours en faveur de des salariés. Donc je pense que c'est pas le levier le plus utile. Par contre, négocier des accords d'intéressement et mettre en place des accords d'intéressement, oui, là, c'est intéressant parce que si on fait des objectifs de productivité, de qualité et donc de performance de l'entreprise, ça veut dire qu'effectivement, on va gagner plus d'argent et donc donner une partie, qui va être qui va être reversée, en fait, aux salariés. Donc ouais, moi, je crois beaucoup en ce mode de fonctionnement de l'accord d'intéressement. Après, pour tous ceux qui ont, aussi, des bonus, des primes sur objectif, voilà, il faut pas tout mettre dedans parce que c'est important quand même que les salariés aient quand même un salaire fixe et qu'ils puissent être convenablement rémunérés aussi, de façon pérenne, stable. Oui, c'est ça, Mais le salaire ne doit pas être uniquement une part variable. exactement, ouais. Ouais. Mais un bon équilibre des 2 parce que là encore, tu vas me dire, je parle beaucoup de performance, mais là encore, si, tout le monde est payé pareil, quel que soit le travail qu'il fournit, il va, avoir envie de faire mieux. Je pense que ça répond à la question de Laurent. La Très deuxième bien, très question bien. Et la deuxième question, sur le coaching. c'était, tout à fait, je remets le chat. La deuxième question, c'était vers quel type de société s'oriente le coaching et pour quelle dimension? Alors voilà, à toi de voir. Ouais, alors en fait, il y a pas de règle. Le coaching, il est possible pour tout le monde, pour toutes les boîtes. Alors individuellement pour tout le monde, hein, même un particulier, hein, qui voudrait travailler, je sais pas, moi j'ai envie de développer ma confiance en moi, j'ai envie de développer, ma prise de parole en public, enfin voilà, il peut y avoir des choses, très individuelles. En entreprise, il peut y avoir des problématiques très individuelles aussi sur, bah, voilà, je vais changer de job, je vais manager, donc je voudrais me préparer au sujet, ça peut être ce genre de choses. Ou ça peut être du collectif et dans le coaching collectif, c'est vraiment, peut-être voir comment on travaille ensemble, mieux se connaître aussi les uns les autres pour, pouvoir, communiquer, au mieux et de façon adaptée. On est tous différents et donc on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de communication et ça, le coaching, ça aide beaucoup. Identifier les besoins et pouvoir adapter sa communication, ça peut être un des sujets, ouais. Est-ce qu'il y a des signaux faibles, voilà, des petits détails que quelqu'un qui travaille dans les RH peut déceler en amont, voilà, dans une entreprise, savoir dire voilà, là l'entreprise elle va mal parce qu'il y a tel indicateur qui le démontre. Alors
Si tu veux piloter la boîte par tes indicateurs, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu regardes ton taux de turnover, ton taux d'absentéisme, est-ce que tes périodes d'essai se finissent par être validées ou est-ce que les gens s'en vont avant la fin? Donc, il peut y avoir ces indicateurs-là. Moi, je t'avoue que c'est bien, c'est objectif et ça permet au moins de remonter, on va dire, au comité de direction, etc., les éléments. Mais moi, j'ai toujours eu la même façon de faire. Moi, je vais sur le terrain. Et sur le terrain, tu sais tout de suite si ça va ou si ça va pas. Tu as serré 3 mains dans les ateliers, dans les usines que tu as fait et tu sais tout de suite quand ça va pas. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours été un RH de terrain. Et quand tu es sur le terrain, quand tu as l'habitude d'y aller régulièrement, les gens te parlent. Du coup, ils te parlent quand ça va bien, mais ils te parlent quand ça va pas bien. Et donc, tes signaux faibles, tu les récupères là. Ouais. Donc en fait, en connaissant le terrain, le jour où ça va pas, on le sent tout de suite. C'est ça. Est-ce que tu aurais un exemple justement de situation RH que voilà, tu as décelé par ton consulting, tu as dit voilà, il y a ça qui va pas et tu as pu justement apporter les outils, les clés pour régler le problème et faire vraiment une bascule. Une situation qui était bloquée, on ne voyait pas d'issue, tu es intervenu et la situation s'est vraiment transformée. Est-ce que tu as Ouais. un exemple un peu de... Alors, donc j'ai un exemple individuel Ouais. sur une salariée qui était, qui avait fait toute une partie de carrière comme assistante de direction, 25 ans dans ce poste-là, et en fait, arrivée un peu bloquée en se disant mais j'ai pas envie de continuer comme ça, etc. Donc j'étais sa RH, hein, et donc on a échangé, je l'ai beaucoup écouté ce dont elle avait besoin, comment elle se verrait, et puis on a repositionné son poste. On l'a ouvert et on l'a ouvert. On a repositionné son poste. Donc elle a gardé ses missions d'assistante de direction. On a retiré quelques missions. On lui a pris une alternante en fait pour qu'elle ait du support et pour pouvoir lui dégager en fait du temps sur la partie administrative Qu'elle qui n'avait puisse pas déléguer des de choses. Ouais. qui n'avait pas de valeur ajoutée. Et puis elle a eu prise en main des missions liées à la communication de l'entreprise, avec du coup tout ce qui était communication institutionnelle. Et donc elle a travaillé là-dessus et elle a retrouvé du coup une forme de motivation. Alors, bien ou pas bien pour la petite histoire, 3 ans après, elle a posé sa démission, elle a retrouvé un job ailleurs parce que voilà, je pense qu'elle a retrouvé un nouveau souffle. Et donc voilà. Mais en même temps, elle a passé 10 ans dans l'entreprise, ce qui est un très beau parcours. Et surtout, elle est partie en faisant une très bonne pub à la boîte. Parce qu'en C'est ça, fait, ouais. on parle de marque employeur, hein, souvent C'est ce que avec les j'allais dire. RH, tout ça. Et quand on est effectivement sur des sujets de ce type-là, en fait, une fois qu'elle est partie, elle nous a fait une pub d'enfer. Donc, pas de difficulté pour recruter derrière. Oui, il y a le fait que on l'a écouté, on a pris en Ouais. compte ses besoins. Mm. Les 3 dernières années ont été un peu plus agréables du coup Mm. parce qu'elle a eu des nouvelles missions. Ouais. Donc l'envie s'effiloche au fil du temps et elles Mhm. partent dégoûtées en fait. Et du coup, comme tu dis, la Mm. marque employeur. C'est Et ça, ça. c'est quelque chose qui est parfois négligé où en fait, l'entreprise, elle peut mettre des annonces un peu partout. Mm. Nous recherchons des employés, mais en fait, ceux qui vont faire la meilleure pub, c'est les salariés eux-mêmes, Complètement. puisqu'ils savent comment ça se passe dans les bureaux. Cette thématique de marque employeur, elle est encore assez négligée de nos jours. Et du coup, dans ton métier, est-ce que toi, tu amènes ce sujet-là face à des dirigeants en leur disant pensez à votre marque employeur? Bah, En fait, moi, je l'amène pas. Pour moi, la marque employeur, c'est une conséquence de la façon dont vit la culture dont est vécue la culture de l'entreprise. Quand on a des valeurs qui sont affichées au mur bien comme il faut, mais qu'en fait, vous vous rendez compte en discutant qu'avec les gens qu'il y a un gros décalage entre ce qui est affiché au mur et ce qui est vécu au quotidien, en fait, le travail de la marque employeur, il est dans le travail au quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'il faut soit réaligner les valeurs du mur avec le quotidien, et dans un sens comme dans l'autre, hein, parce que peut-être que la vraie culture, c'est celle des murs, ou la vraie culture, c'est celle du terrain, peu importe. Mais en tout cas, il faut que ce soit aligné, et ça, c'est un vrai sujet. Pour moi, la marque employeur, c'est une conséquence. Est-ce que pour toi, il y a des évolutions qui vont arriver dans le métier? Parce que ces derniers temps, on parle de télétravail, on parle d'intelligence artificielle, Même de 4 jours aussi. la semaine de 4 jours. Voilà, les gens n'ont plus le même rapport à l'entreprise. Mm. Je sais que il y a encore peut-être une vingtaine d'années, on était très fidèle à son entreprise.
J'ai vu une vraie transition. Avant de rentrer dans le monde du travail, le discours des adultes a évolué. C'était non, faut être fidèle à ton employeur parce qu'il te donne du boulot. Et quand je suis arrivé à la fin de mes études, le discours c'était non, non, c'est toi qui vends ton temps à l'employeur. Donc c'est toi qui lui permet de gagner de l'argent. C'est l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, toutes ces évolutions dans les mentalités et dans les outils, euh, voilà. Comment le métier de RH va évoluer par rapport à ça. Alors, vraiment, ouais, il y a des enjeux hyper importants parce qu'en fait, ces 2 modes de réflexion sont toujours présents dans l'entreprise aujourd'hui. Il y a encore des gens qui réfléchissent comme ça, et c'est pas une question de génération, en fait. C'est pas parce qu'on est dans la Gen Z ou parce qu'on est boomer et cetera. Vraiment plus une question d'état d'esprit et je pense que le covid a beaucoup contribué, en fait, à ces, modes de réflexion et ce rapport au travail et individuellement, les gens se sont repositionnés. Donc l'enjeu des RH, c'est de pouvoir, répondre aux demandes de tous, en lien avec, les attentes de l'entreprise aussi. Donc c'est un vrai sujet, sur lequel il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut rester, ouvert, curieux, à l'écoute, bien connaître les attentes des salariés qui sont en place, aussi bien ceux qui sont très fidèles et qui ont envie de rester, que ceux, voilà, qui ont plus tendance à changer. Et encore une fois, c'est pas une question de stabilité, c'est pas un problème d'engagement. On dit souvent: «Ouais, les jeunes, ils sont pas engagés». C'est pas le sujet, en fait. Ils sont engagés à partir du moment où ils ont quelque chose d'intéressant à faire et pour un temps donné. C'est pas parce qu'on reste pas 20 ans dans la même boîte qu'on n'est pas engagé. On peut être engagé, pour un temps dur même pour un CDD de 6 mois à l'arrivée. Donc il y a vraiment ce regard-là qui doit, changer aussi d'un point de vue, RH. Moi, je trouve que le télétravail, c'est encore une fois, ça fait très longtemps que ça existe le télétravail. Le problème, c'est pas, le télétravail, le problème, c'est le management. Parce qu'en fait, là encore, tu parlais tout à l'heure de présentéisme. C'est ça le problème du télétravail. «Ah oui, mais est-ce qu'il est derrière son écran? Est-ce qu'il est collé? Est-ce qu'il a bien travaillé le nombre d'heures qu'il va travailler?» En fait, c'est pas le sujet. Encore une fois, c'est est-ce que le salarié, il a rendu le travail pour lequel il est payé? Après oui, s'il vous a, loupé 3 minutes, ouais, et c'est pas grave, si le boulot il est fait, quoi. Donc encore une fois, moi je reviens sur, le management, c'est ça qui est, essentiel et le métier de RH demain, il va se concentrer sur l'accompagnement des managers au quotidien parce que, ils sont en première ligne. Tu disais que c'était pas voilà, une affaire de génération. Mmh. Il y a une tendance du coup globale dans la société à vouloir trouver du sens dans le Évidemment. travail qu'on fait. Effectivement, même si on reste plus 20 ans, on peut rester 2 ans dans la boîte, mais ça peut être très intense, un peu comme Mmh. une relation. Ouais. Voilà, on peut être 2 ans avec quelqu'un et c'était incroyable, on est resté 20 ans avec quelqu'un et c'était plus calme. Donc ouais, il y a ces évolutions-là. Pour moi, tout est possible, tu vois? Et pour moi, il y a pas de règle. Il faut arrêter avec les règles, mettre les gens dans des cases. En fait, il y a pas de règle. J'avais, tu vois, je connaissais quelqu'un, ça m'avait un peu perturbée en tant que RH toute jeune, fraîchement sortie de l'école, qui me disait: «Moi, j'ai signé un CDI, c'est-à-dire je ne sais pas quand il se termine parce que c'est un contrat à durée indéterminée» et donc indéterminé, ça veut dire je me casse quand je veux, quoi. Enfin, quand il m'a dit ça, j'avais 20 ans, donc autant dire ça fait plus de 25 ans, enfin, tu vois? Ok, Donc le mec, il avait déjà compris à l'époque et donc il avait mon âge, hein, donc tu vois, c'est pas une question de génération. En fait, pour lui, un CDI ne le mariait pas à la boîte. Tant que c'était intéressant pour lui, il sera resté. Et puis le jour où c'est pas intéressant, il part. Donc en fait, le RH, à lui de rendre ses jobs intéressants. Et si ça ne l'est pas, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut peut-être retravailler le sujet, quoi. Ou accepter du coup qu'il y a un turnover important. d'accord, ouais. Et la thématique du télétravail, tu dis que ça a toujours existé. J'ai récemment vu des archives, voilà, que certains salariés pouvaient avoir le fax de l'entreprise, enfin, recevoir des documents à la maison déjà, du coup, il y a Bien plus de sûr. 25 ans. Ah ouais. Et Alors c'était moins courant, hein, bien sûr, c'était hein. moins courant, mais du Mm. coup, en fait, on pourrait imaginer une version alternative de notre réalité où le télétravail se serait imposé bien plus tôt, parce que de par une ouverture d'esprit qui aurait été différente, effectivement, des techniques de management qui auraient réussi à suivre, que Alors ben, en France, ouais, justement, c'est peut-être l'occasion de parler justement du contexte en France alors. ouais, c'est ça, c'est que, tu vois, quand tu parles de présentéisme, tout à l'heure avec cette notion, on doit être là, enfin, tu sais, avec cette fameuse phrase très française, hein, de: «Tu as pris ton après-midi quand tu t'en vas à 16 heures». T'as pris ton après-midi? Non, mais c'est une horreur, quoi. Enfin, moi, c'est et c'est très ancré dans notre société.
Donc c'est pour ça que le télétravail, non, je pense, c'est jamais très installé, effectivement. Enfin, en tout cas, pas rapidement. Et puis, bon, Covid aidant, il n'y a pas eu le choix. Mais très vite, derrière, on voit bien que la France a rétro-pédalé. Alors, pas tout le monde, hein, mais certains ont rétro-pédalé en disant oh, bah oui, mais faut que les gens reviennent au bureau, ils sont perdus, etc. Mais encore une fois, pour moi, on se trompe de problème. Le problème, c'est pas le télétravail. Le problème, c'est le management. C'est-à-dire que les gens auraient été moins perdus s'ils avaient été mieux accompagnés, par exemple, si on avait Mm. mieux fait la transition. Ouais. Et c'est ça, il y a des gens qui se disent ouais non, le télétravail c'est pas fait pour moi parce que peut-être qu'ils trouvent moins de sens parce que pour eux c'est le fait de croiser les collègues dans les couloirs, ça fait partie de ce côté social dont ils ont Exactement. besoin. Encore une fois, il ne faut pas appliquer le télétravail de façon uniforme à tout le monde. En fait, on demande aux gens de quoi vous avez besoin pour travailler correctement. Il y a des gens, effectivement, qui n'aiment pas être en télétravail, soit parce qu'ils n'ont pas l'espace pour chez eux, ils sont donc pas tranquilles pour travailler, elle a des enfants, machin, etc. Enfin, donc il faut surtout que l'entreprise soit adaptable. Le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail. Il peut être à disposition, il peut ne pas l'être. À l'entreprise de choisir sa stratégie, hein, et au RH de l'appliquer. Moi, j'ai quand même beaucoup travaillé en industrie, hein. Clairement, les ouvriers, le télétravail, c'est pas possible, hein. Donc malheureusement, il a fallu aussi gérer ces entreprises à deux vitesses, entre des services supports qui peuvent télétravailler et des ouvriers qui sont à la chaîne ou sur des postes techniques pour lesquels il n'y a pas de télétravail, quoi. Donc c'est vraiment un mode d'organisation du travail. Donc c'est bien le management qui vient faire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Donc le management c'est vraiment au cœur des problématiques et au cœur de la performance, pour revenir C'est ça, sur pour ton le mot mot. fétiche. C'est ça. Oui, pas fétiche, mais oui, ça. Ben, en tout cas, c'est un des enjeux majeurs des RH, c'est d'accompagner le management dans toutes ces transformations, hein. On parle de monde VUCA, banni. On va rester dans des mondes très, très instables. Donc là, le management, il est toujours en première ligne. Puis les gens veulent être manager, mais c'est quand même, hein, être manager, ça veut quand même dire gérer quand même des problèmes, quoi. On est plutôt dans ce cas de figure-là. Ouais, quand on monte en responsabilité, Ouais. Mm. il faut savoir gérer les Mm. situations qu'on n'avait pas à gérer avant. Ouais. Donc ça demande du coup quoi comme qualité pour toi d'être manager? Ça demande un certain courage, une certaine résistance à la pression, au stress. Alors, tu vois, le courage, je pense que c'est vraiment la première chose qui est nécessaire. Parce qu'être manager, c'est pas juste être chef et puis prendre la paye, quoi, hein. C'est quand même être au quotidien sur cette frontière entre. C'est un peu le même métier qu'RH, hein. Je suis sur la frontière, je dois faire en sorte que mon équipe performe pour l'entreprise, etc. Et en même temps, je dois faire en sorte que mon équipe, elle aille bien. Donc, il est lui aussi dans cet équilibre-là indispensable. Et donc, ça veut dire aussi que le manager, il doit être bien dans ses pompes, hein, parce que si lui-même, il est pas bien, il y a peu de chances qu'il accompagne correctement. Ouais. Dans cette émission, on en a déjà parlé parce qu'on avait reçu quelqu'un qui faisait aussi du coaching de dirigeants et qui disait que parfois les problèmes perso du dirigeant viennent impacter son bien-être au travail et du coup ses décisions et son comportement. Mmh. Donc c'est aussi une vraie Et problématique. en fait, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les DRH. Si les DRH, ils sont plus en bonne forme, c'est pour ça aussi, hein, moi, à partir du moment où j'étais plus alignée avec ma boîte, je changeais de boîte parce que, pour le coup, t'es plus la bonne personne pour faire ton job, quoi. Donc, et c'est pareil quand t'es manager. Alors, avant de changer de boîte, tu peux travailler, hein, avec des coachs ou même en interne, les managers, d'aller discuter avec leur DRH. C'est quand même. On va pas les voir que pour des problèmes, mais on va aussi les voir pour échanger, pour s'enrichir. Très bien. Donc pour conclure, dès qu'on sent que voilà, il faut que les choses changent ou si on veut prévenir aussi les différentes problématiques qui pourraient arriver, il faut faire appel du coup à un consultant RH ou une consultante RH. Ouais, alors après, alors, je pense qu'effectivement, un des enjeux majeurs, c'est celui-là, mais il y a pas que celui-là, hein, mais on a parlé de télétravail et la semaine de 4 jours, c'est exactement la même chose. C'est est-ce que finalement, on est prêt à ça? Est-ce qu'on veut y aller ou pas? On n'a pas parlé de l'IA, mais ça, c'est un vrai sujet aussi, hein. Il y a quand même, pour le coup, un vrai sujet à prendre en main par les RH. J'ai animé plusieurs ateliers justement sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les processus RH. Ouais. Et c'est vraiment hyper important.
la voiture est en marche depuis très longtemps, donc pour certaines boîtes qui n'ont toujours pas décidé de monter à bord du train, il va falloir monter rapidement avant de se faire passer dessus par le train parce que il va très vite. Qu'est-ce qu'on a déjà comme changement là actuel avec l'arrivée de l'IA dans les ressources humaines? Alors, en fait, la France hein, fait partie de l'Europe, et donc il y a quand même beaucoup de réglementations. Et donc il y a l'IA-Act hein, qui est en vigueur depuis le 1er août de cette année. Donc, Qu'est-ce que c'est alors? C'est une loi? c'est une loi, voilà. Donc, un peu comme le RGPD où tu as des obligations en termes de protection des données du salarié, bah, tu as l'IA-Act qui impose un certain nombre de règles en matière d'intelligence artificielle. Et donc, à commencer par le fait d'informer les CSE sur l'utilisation ou non de l'IA. Et autant dire qu'il y a énormément d'outils qui incorporent l'IA très rapidement, donc autant dire que tout le monde est concerné ou Ouais. quasiment. Donc là, ça, c'est un vrai sujet. Et puis pour ceux qui ont décidé de choisir un outil, hein, quel qu'il soit, et qui ont décidé d'avoir un accès dans les entreprises, bah, c'est sensibiliser leurs salariés à l'usage de l'IA, à ce qu'on peut y mettre, ce qu'on ne peut pas y mettre en termes de confidentialité, ce qu'on n'autorise pas. Encore une fois, il faut poser un cadre, parce qu'en France, on fonctionne comme ça. Donc ouais, c'est assez, enfin voilà, il y a quand même quelques sujets à prendre en compte, hein, et puis après, bah, il y a toute la partie employabilité, hein, étude des métiers pour chaque DRH, c'est de se dire: «OK, de quelle manière nos métiers vont être impactés par l'IA?» Est-ce que du coup, on doit accompagner nos collaborateurs sur ces changements qui vont avoir lieu? Parce que en fait, l'IA allant très vite, on ne parle pas de changements qui auront lieu dans 5 ou 10 ans, hein. Quand on remonte un peu en arrière, moi quand j'étais DRH, il y avait des changements technologiques, on savait les préparer, on savait qu'il fallait former les gens de 5 ans et on avait un peu de temps. Là, en gros, on parle de tous les 6 mois, ça change, hein, l'IA. Donc, et quand je dis 6 mois, c'est voilà, c'est encore sympa. Donc autant dire que en termes de GEPP, hein, gestion des emplois prévisionnels, et cetera, ou de GPEC, bah oui, c'est des sujets RH, là, on est au cœur, quoi. Et ça veut dire aussi que les RH vont devoir travailler main dans la main avec les DSI, avec les directeurs informatiques, hein, des services informatiques, parce que bah, pour le coup, c'est des sujets communs, quoi. Donc, Oui, il y a le sujet hein, actuellement de ce que j'ai entendu, c'est bah, l'IA, elle fait le pré-tri des profils. Euh, donc bah, parfois il y a des profils un peu atypiques qui pourraient passer à la trappe parce Ah, que tu parles de l'IA, recrutement? oui, pour le Oui, recrutement. d'accord. Ensuite, une fois qu'on est dans l'entreprise, bah, les bilans, le bilan annuel par exemple, bah, peut-être que on sera face à un avatar virtuel Mm. à qui on fera le bilan de l'année. Et ensuite, il y aura une transcription de ce qu'on a dit qui sera transmise aux supérieurs et qui, eux, du coup, ben, interpréteront ce qu'on a dit. Alors tout ça, ça existe déjà, hein. Voilà. Donc, tout ça, ça existe déjà. Tout Ah ça, ouais, ça bah tu existe vois, déjà. je suis pas encore au fait de Ouais. tout ça. Alors en fait, tout ça, ça existe déjà, et c'est pour ça que l'IA Act est intervenu pour cadrer les D'accord. choses, parce qu'en fait, en France, tu n'as pas le droit d'avoir une décision qui impacte un être humain. La décision ne peut pas être prise par l'IA. Donc, dans les process RH, c'est pour ça que c'est important que les DRH regardent comment ça fonctionne, c'est que une décision sur une carrière d'un être humain, d'un salarié, ça doit être pris par un autre être humain et pas par l'IA. Donc quand tu fais, par exemple, tu prépares ton entretien annuel avec une IA, c'est tout à fait possible, mais tu dois avoir un point final avec un être humain qui va trancher et qui va statuer sur cet échange-là. Mais ça existe déjà. Je crois que tu as la mutuelle Alan qui fait du coaching de ce type-là, de préparation, et il y a quelques entreprises, hein, qui ont déjà, enfin voilà, qui sont déjà dedans. Pour la partie recrutement, c'est pareil. Tu peux effectivement avoir tout le tri qui est fait. Alors, on avait déjà hein, des tris de CV avant l'IA qui étaient faits par des moteurs, etc. Mais aujourd'hui, tu dois bien avoir la décision du candidat final qui est faite de façon humaine. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit dans le cadre juridique. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure sur ces mots, d'essayer de garder Ouais. l'humain. Oui, et c'est exactement ça. Garder l'humain au cœur. Parfait. Eh bien écoute, merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir dans le podcast Audace. Bah, merci Sylvain, l'échange était très sympa. Bah écoute, avec plaisir. Et puis, écoute, au plaisir peut-être de te recroiser dans le monde des réseaux. Ouais. Avec- Et Ouais, ça c'est un autre monde aussi, au moins qui n'est pas envahi par l'IA. on sent qu'il y a
il y a de plus en plus cette volonté d'aller à la rencontre Ouais. d'entrepreneurs, hein, qui connaissent les mêmes problématiques que nous, sortir un peu de cette solitude de l'entrepreneur. Mmh. Et puis, ouais, on voit beaucoup de contenu sur Internet, mais la rencontre en vrai, c'est quelque chose qui est, Elle reste voilà, indispensable. Ouais, qui est irremplaçable, quoi. ouais, tout à fait. Complètement d'accord. Très bien. Et bah écoute, sur ce, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et n'hésitez pas à partager ce live si ça vous a plu. Le replay sera publié dans quelques jours. Et on se dit à dans quelques semaines pour la prochaine émission.